pour ce podcast de rentrée, j'ai le plaisir d'accueillir Kalina Raskin, qui est directrice générale et cofondatrice du CBIOS, Centre d'études et d'expertise dédié au biomimétisme en France et à son déploiement. Alors d'abord, bonjour Kalina, merci de votre présence. Ensemble, nous allons essayer de comprendre en quoi ce biomimétisme peut être une source d'innovation et de performance pour l'industrie, et notamment dans le domaine du sport, car comme vous le savez, c'est un sujet qui est au cœur de ce cycle de podcast, La Fabrique des champions. Alors déjà, une première question pour vous. Je ne vais pas me risquer à une définition du biomimétisme. Vous êtes notre spécialiste. Alors, comment on pourrait définir ce biomimétisme? Et puis, dites-nous également, qu'est-ce qui vous a entraîné dans ce domaine? Alors, le biomimétisme, ça consiste à observer et comprendre comment fonctionnent les systèmes biologiques. Quand je dis système biologique, ça peut être depuis la chimie de la cellule jusqu'à l'organisation des cellules entre elles en organes, en organismes, en interaction interespèces et au fonctionnement des écosystèmes. Et donc de comprendre, d'observer comment fonctionnent ces systèmes biologiques, comment ils gèrent l'énergie, comment ils fabriquent des matériaux, comment ils gèrent l'eau, comment ils gèrent finalement les informations et les signaux. Et de voir dans quelle mesure est-ce que ceci est transposable à nos enjeux, notamment de R&D. L'idée donc du biomimétisme, c'est de s'inspirer du vivant pour pouvoir innover. Donc vivant au sens large de la cellule, mais l'animal, la plante, voilà, il ne faut pas toutes les formes penser, de vie, voilà, depuis les formes unicellulaires type bactérienne jusqu'aux écosystèmes naturels, dans tout ce qu'ils intègrent, les champignons, les végétaux, les animaux. Et vous, comment est-ce que vous êtes rentré dans ce domaine? Vous avez fait des études en lien avec le biomimétisme? J'ai eu la chance énorme, donc je suis de parcours scientifique, et j'ai eu la chance énorme de faire mon parcours d'ingénieur dans une école qui avait déjà une fibre très interdisciplinaire. Qui dit biomimétisme dit effectivement faire à la fois de la biologie aux interfaces avec d'autres disciplines. Et donc, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, qui a été dirigée pendant très longtemps par Pierre-Gilles Degène, qui était lui-même convaincu en fait, du biomimétisme. J'ai retrouvé des vidéos d'archives de cours qu'il a donnés sur le vivant, avec, on le sent, toute l'admiration du scientifique pour justement les systèmes biologiques. Et donc, j'ai pu bénéficier effectivement de beaucoup de cours aux interfaces disciplinaires. On avait commencé à avoir quelques cours de biomimétisme d'un point de vue de l'ingénierie. Ensuite, j'ai poursuivi par une thèse en biologie. J'avais envie d'enrichir mon bagage en biologie par fascination individuelle et personnelle pour le monde vivant. Et donc, j'ai choisi des sujets tels que les neurosciences parce que dans les sujets que j'ai eus, j'ai pu aller de la biologie de la cellule jusqu'au comportement animal. Et donc, c'est extrêmement riche de pouvoir aller à toutes ces échelles-là du vivant pour comprendre mieux comment ça marche dans ce petit périmètre très restreint qui était mon sujet de thèse. À l'issue de cette thèse, j'ai redécouvert le biomimétisme grâce à un ouvrage d'une Américaine qui s'appelle Janine Benyus, qui est une biologiste, qui présentait le biomimétisme non seulement sous un angle purement technique, mais comment le biomimétisme peut être un levier de transition écologique et d'innovation responsable. Et donc, je me suis dit, mais c'est évident, c'est du bon sens. Je me suis investie progressivement de plus en plus dans les dynamiques nationales, associatives, puis professionnelles, puis le CBIOS, pour contribuer activement au déploiement du biomimétisme en France. À titre d'anecdote, on a découvert votre école, l'ESPCI, avec un podcast de Manon, une jeune étudiante qui nous avait parlé de l'industrie du vélo. Je ferme la parenthèse. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets de cet apport du biomimétisme dans le domaine du sport? Alors moi, ma seule connaissance, je me suis rappelée, je pense que c'est dans les années 2000, on a beaucoup parlé des combinaisons en natation avec un effet peau de requin qui avait permis de battre beaucoup de records d'ailleurs, et depuis c'est interdit. Alors est-ce que c'est un exemple de biomimétisme et un bon exemple? Alors l'intention initiale est effectivement faire du biomimétisme, mais il se trouve qu'après, quand on explique physiquement ce qui se passe, en fait, ça n'a rien à voir avec la peau de requin. Donc c'était la bonne intention, et effectivement,
effectivement, les fabricants avaient bien eu cette envie de texturation similaire à la peau de requin. Juste pour expliquer un petit peu le phénomène, si vous regardez des reportages sur les requins ou si vous avez eu la chance de pouvoir en côtoyer en milieu naturel, vous voyez qu'effectivement, un requin, il fait très peu de mouvements et avec très peu de mouvements, il est capable de parcourir de très grandes distances. Donc effectivement, il a à la fois par sa forme générale macroscopique, une forme hydrodynamique évidemment particulièrement fuselée, mais ça n'explique pas pleinement cette très grande capacité d'hydrodynamisme. Et il y a effectivement une texturation de ces denticules. C'est pas des écailles, c'est pas comme d'autres espèces marines. Donc c'est vraiment des denticules et elles sont striées. Et en fait, ces stries et cette texturation fait que vous allez avoir des micro-vortex qui vont se créer et permettre en fait un très grand hydrodynamisme. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et c'est ce qu'avait essayé de faire cette entreprise qui avait fabriqué donc des textiles. Mais en fait, ce qui explique les performances des sportifs, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, vous avez une grande surface textile, une épaisseur, et qui emprisonne de l'air et vous flottez mieux. Et voilà. Et donc, en ordre de grandeur, dans la performance, a priori, c'est un faux ami du biomimétisme. L'intention était là, mais c'est pas l'effet prépondérant. Bon, alors vous avez peut-être d'autres exemples à nous donner. Il y a d'autres exemples assez rigolos dans le domaine, on va dire, des sports d'été, qui étaient plutôt l'actualité. Vous avez, par exemple, des dérives de surf qui ont été développées par l'entreprise S-Wing, qui sont des dérives extrêmement innovantes et qui ont été inspirées du déplacement des poissons pour pouvoir améliorer la stabilité des planches. Dans le domaine du golf, vous avez des clubs de golf, des drivers qui ont été optimisés d'un point de vue de leur légèreté, flexibilité, tout en même temps garantissant la résistance mécanique inspirée des ailes de libellule, parce qu'il se trouve qu'un jour, un des ingénieurs de l'entreprise Ping s'est dit « Ah tiens, c'est fou, cette légèreté et en même temps rigidité d'une aile de libellule, c'est dingue, et pourtant ça se prend quand même des sacrées vitesses, une libellule, ça vole très vite. » Et donc, il a voulu reprendre des principes de design sur son club de golf. Vous avez des roues de vélo aérodynamiques qui ont été inspirées alors d'un organisme marin, donc hydrodynamique certes, mais qu'on peut transposer au milieu aérien. Les baleines à bosse, elles ont des tubercules, donc des espèces de protubérances sur leurs nageoires. Et en fait, il y a eu des chercheurs qui ont expliquer quel était l'avantage évolutif à avoir ces protubérances sur les nageoires, et ça vient considérablement améliorer l'efficacité de la nage et l'hydrodynamisme. Et donc, ils ont eu l'idée, les concepteurs de Zip, de faire des pneus qui ne vont plus être avec des formes complètement rondes, mais avec des protubérances aussi, et ça permet d'améliorer également l'aérodynamisme. Dans les sports d'hiver, vous avez l'entreprise Stockley, qui s'est inspirée des carapaces de tortue. Les carapaces de tortue, on a l'impression qu'elles sont parfaitement rigides, mais en fait, non, ce sont des plaques qui vont être assemblées entre elles avec des joints avec du polymère légèrement souple. Et en fait, il y a une légère flexibilité. En fait, en fonction des besoins de l'animal, il va pouvoir soit se détendre et apporter de la flexibilité, soit au contraire se rigidifier pour avoir de la performance mécanique. Et donc, Stockley, ils ont repris ce principe-là en développant des skis composés de plaques d'aluminium avec des joints justement de type caoutchouc et qui du coup vont permettre d'améliorer la rigidité dans les virages tout en ayant par ailleurs de la souplesse. Et donc on n'est plus sur quelque chose de très monolithique, on va être sur des skis un peu alternatifs plus performants. Et puis après, j'ai envie de vous dire, il y a un matériau qui est un matériau qu'on connaît tous dans le sport ou ailleurs et qu'on porte tous les jours et qui est issu du biométisme, et en général les gens ne le savent pas, c'est le velcro. Voilà, le velcro, le mot velcro, c'est la contraction de velours et crochet. C'est le système d'accroche par lequel en fait, beaucoup de végétaux disséminent leurs graines. Le principe étant ce qu'on appelle la zoochorie. Chorie, c'est porter zoo par les animaux. Et donc, c'est la stratégie qu'ont adopté des plantes de faire transporter leurs graines en s'accrochant aux fourrures. Et c'est exactement le même principe, vous savez, de cette petite boule qui s'accroche à vos chaussettes l'été quand vous vous baladez. C'est le même principe, vous avez des crochets sur ces graines qui s'accrochent au velours que composent vos fibres textiles.
C'est la même chose qui se passe dans la nature avec les poils des animaux. Et c'est ce qui a inspiré Georges de Mestral pour créer le velcro qu'on connaît tous, le scratch qu'on connaît absolument tous et que, évidemment, les sportifs pratiquent largement. Écoutez, c'est vraiment passionnant tous ces exemples. Mais alors, on se demande quand même comment on arrive de l'observation de la nature à l'objet produit fini commercial. Peut-être que vous allez nous donner la réponse en nous parlant du Cébios, de votre organisme. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et quelle est sa vocation? Qu'est-ce que vous faites? Donc le Cébios, Centre d'études et d'expertise en biomimétisme, est né il y a une dizaine d'années avec vraiment cette ambition forte de faire du biomimétisme un levier d'innovation responsable au niveau national et d'avoir une vraie ambition nationale autour du sujet. Il faut voir qu'au niveau international, il y a une très grande progression de la recherche académique dans le domaine du biomimétisme. On explore de plus en plus de modèles biologiques, on acquiert de plus en plus de connaissances sur le vivant, et donc ça peut donner d'autant plus d'idées à être transférées comme celle que je viens de vous exposer. Il y a certains pays qui sont dotés aujourd'hui de très belles universités avec des centres de recherche entièrement dédiés au biomimétisme. Aux États-Unis, il y a le Wyss Institute par exemple. En Europe, l'Allemagne a une vingtaine d'années d'engagement et d'investissement sur ce sujet du biomimétisme. La Suisse leur emboîte le pas. Et en France, on a toutes les compétences nécessaires. On a répertorié, nous, jusqu'à 250 équipes de recherche qui travaillent sur le sujet du biomimétisme, un nombre grandissant d'industriels qui s'y intéressent. Mais il n'y avait pas vraiment de structuration et de mise en cohérence et de systématisation de l'approche. Ce n'était qu'un catalogue d'initiatives un petit peu isolées, de porteurs de bonnes idées. Ah tiens, quelqu'un qui observe un phénomène biologique et qui dit « Ah tiens, ça me donne une idée », ce que je vous ai raconté sur la tortue, ce que je vous ai raconté sur la libellule. Et beaucoup des innovations biomimétiques historiques sont liées à la sérendipité. Et donc, je suis face à un phénomène biologique d'intérêt et tiens, d'un coup, ça me donne une idée. Et par contre, nous, notre parti pris, c'est de dire, d'une part, on a tellement de défis industriels, comment on fait pour, en partant d'un défi industriel, trouver les bons modèles biologiques qui permettent de systématiser l'approche dans une démarche d'innovation. Et donc c'est dans ce contexte-là, à la fois parce qu'il y avait ce bouillonnement international, parce qu'on pressentait bien qu'il y avait un vivier de compétences au niveau français, que le Cébios est né il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On a été constitué d'abord par des acteurs publics, type pôle de compétitivité, centre de recherche, muséum d'histoire naturelle, et des collectivités, et très vite rejoint par des grands acteurs de l'industrie. Donc aujourd'hui, on va aider à coordonner un réseau de plus de 500 acteurs du biomimétisme en France. Et Cébios, on s'est fixé donc trois piliers de mission pour atteindre cet objectif et cette ambition de diffuser et de déployer à grande échelle la pratique du biomimétisme. Il y a un premier levier qui est évidemment de pouvoir travailler et de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire, la pratique réelle du biomimétisme et sa systématisation. Et donc, depuis 10 ans, on a accompagné près de 200 projets de R&D bio-inspirés avec tous les grands secteurs de l'industrie et la plupart des grands industriels français pour essayer de comprendre, quelles sont les bonnes équipes à constituer, comment on l'intègre dans le management de l'innovation, quels outils il manque, comment on fait pour rendre la donnée biologique plus accessible, comment on rend les ingénieurs autonomes. Comment ensuite, quand on a des chouettes idées qui ressortent, mais qui sont potentiellement disruptives, on est sûr qu'elles ne restent pas sur l'étagère à être contemplées et qu'effectivement, elles vivent leur vie pour aller jusque sur leur marché. Et donc, on a eu des succès. Il y a eu plein de brevets qui ont été déposés. Il y a des produits qui sont en train de sortir sur le marché, des bâtiments qui sortent de terre auxquels on a contribué scientifiquement. Mais il y a aussi eu des échecs, clairement, et des choses qui ont moins bien marché. Et tout ça, ça nous a amené à lancer un deuxième pilier d'action qui est vraiment un pilier exploratoire pour développer les méthodes et les outils et les bonnes façons de collaborer et coopérer ensemble avec cet ensemble de parties prenantes qui est complexe, d'entreprises, de laboratoires, de domaines très variés. Et donc, on a fait plusieurs thèses autour des enjeux de la méthodologie, de la conception du biomimétisme, répondre concrètement à quel rôle des designers industriels dans le biomimétisme, quel rôle des biologistes. Et on a développé également des outils. Mais j'aurais une petite question. On commence par quoi? C'est
l'observation de la nature et on se dit on va essayer d'en faire quelque chose et qui pourrait être intéressé, ou alors ce sont vraiment les industriels eux-mêmes qui bloquent sur un sujet de recherche et qui se disent ah ben il faudrait qu'on ait peut-être la nature pour nous aider. Où est-ce que ça commence un projet, et notamment dans votre méthodologie même? Alors, dans notre méthodologie, on va plutôt aller vers votre seconde option, qui est de dire on va partir des problématiques industrielles et trouver les bons modèles biologiques. Parce que la première option qui est de dire tiens, on observe et ça nous donne des idées, une fois de plus, c'est du hasard. Et la plupart des innovations biométriques sont nées par le hasard, faute de ces enjeux, faute de ces méthodes, en fait, faute de ces méthodes. Mais le hasard, c'est long. C'est long, il y a tellement d'espèces, et puis on est tributaire du coup de la curiosité et de l'ingéniosité, de la créativité de quelques individus. Alors bien sûr, ça vaut le coup de développer ce réflexe et ce nouveau regard sur le vivant, et donc je vais en parler aussi, mais on développe des formations pour justement aiguiser le regard sur cette question du vivant et susciter de nouveaux réflexes dans l'ingénierie. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir se dire, demain, dans la boîte à outils d'innovation, quand on a pléthore de problématiques dans l'industrie, à l'échelle des matériaux, à l'échelle des procédés, à l'échelle de la chimie, des molécules, des infrastructures, et qu'on se dit, tiens, mais le vivant, il a peut-être des solutions à nous apporter. Concrètement, comment on fait ? Et donc, nous, nos équipes idéales aujourd'hui auxquelles on en arrive, c'est bien sûr, il faut des ingénieurs, il faut des biologistes en face, mais il faut aussi des biomiméticiens, c'est-à-dire des personnes en capacité à faire le pont entre ces disciplines-là, parce qu'en fait, en général, un ingénieur et un biologiste, ils ont du mal à se comprendre. C'est des réservoirs, des socles de connaissances complètement différentes, c'est des cultures complètement différentes, et c'est des façons d'interroger les problématiques complètement différentes. Vous demandez à un ingénieur de développer un nouvel adhésif, il va aller assez rapidement sur la pure chimie. Vous demandez à un biologiste, d'accord, comment on pourrait faire pour assembler des éléments entre eux, et le biologiste, il va pas peut-être vous orienter vers, d'accord, mais pour faire quoi ? Est-ce que, parce que dans le vivant, on peut se servir de l'adhésion pour se déplacer, on peut se servir de l'adhésion pour attraper ses proies, on peut avoir besoin d'adhérer de façon permanente, on peut avoir besoin d'adhérer de façon transitoire, on a besoin de pouvoir adhérer dans l'eau, on a besoin de pouvoir adhérer dans des milieux secs. Et en fait, le biologiste, il va avoir un réservoir de connaissances qu'il va pouvoir aller interroger, qui est potentiellement très, très différent de ce que va envisager l'ingénieur. Et donc, il faut de ces biologistes, il faut ces biomiméticiens. Et puis, on s'est aperçu que, on était capable comme ça de sortir plein d'idées super, hyper innovantes. Mais après, il faut les transformer en quelque chose de tangible et de concret. C'est là où les designers industriels sont très, très bons. Moi, j'aime bien. Alors, je sais qu'eux, ils n'aiment pas les designers quand je dis ça, mais c'est un peu comme des architectes quand vous concevez un bâtiment. Imaginez que vous n'ayez pas d'architecte et que vous ayez que le client, quelques contraintes environnementales, un bureau d'études. Et sans l'architecte qui est capable de faire des premières esquisses et qui fait en sorte que tout le monde ensuite arrive à se projeter sur une solution concrète, c'est très compliqué. Et donc là, et encore, pourtant, on est bien rodé dans le domaine du bâtiment. Et là, donc, imaginez qu'on aboutisse à des idées avec des projections diverses et variées, mais on n'a pas l'architecte produit derrière. Et donc, c'est là où les designers d'industriels sont très forts pour ça. C'est que sur la base de toutes ces idées, ces contraintes de fabrication, ces contraintes d'ingénierie, le designer industriel, il est capable de faire les premières esquisses et de faire les preuves de concept. Voilà, des preuves de concept. Et est-ce que, avant peut-être de parler rapidement de votre troisième pilier, mais vous pouvez donner un ou deux exemples d'industriels qui s'intéressent au biomimétisme? Il y a des secteurs de l'industrie qui sont plus en attente de solutions? Alors, on travaille beaucoup avec... plus que des domaines, des secteurs industriels, on va travailler sur des domaines applicatifs bien particuliers. Donc nous, on travaille beaucoup sur le sujet des matériaux et l'amélioration de la performance des matériaux. Et ça, c'est transverse à beaucoup de domaines. Donc on va travailler avec le secteur de l'automobile, on va travailler avec le secteur du bâtiment, on va travailler avec le secteur aéronautique, on va travailler avec des acteurs de la cosmétique. Donc on travaille avec tous ces gens-là sur des aspects effectivement très chimie et matériaux qui sont un des domaines majeurs dans lesquels le biométisme se développe et sur lesquels il y a beaucoup, beaucoup de demandes et de contraintes industrielles. Il y a des grands acteurs de la cosmétique avec lesquels on travaille de façon historique et qui sont vraiment pionniers en France sur ce sujet-là du biométisme. Des gros acteurs de l'énergie aussi avec lesquels on a beaucoup de plaisir à travailler à différentes échelles.
Donc voilà, ils sont assez... Donc c'est assez varié. Oui, c'est très varié. Une fois de plus, le biomimétisme n'est pas une discipline en tant que telle, Mm. c'est une approche interdisciplinaire. Et donc, c'est à la fois ce qui est formidable dans le biomimétisme, c'est la richesse d'opportunités et en même temps un peu son piège, c'est on rentre dans aucune case conventionnelle et précise, on est toujours en transversalité. Et le troisième pilier, et donc le troisième pilier d'action, qui est tous ces trois piliers se parlent entre eux, le développement des méthodes, du travail ensemble, l'innovation de terrain, et le dernier pilier qui est celui du déploiement. Comment, voilà, maintenant qu'on expérimente tout ça, comment on le transpose, on le transfère, on l'amplifie. Et donc, on travaille à développer de l'ingénierie pédagogique pour l'enseignement supérieur. Et on a contribué à l'ingénierie pédagogique où on intervient dans des modules de formation dans toutes nos grandes écoles. Aujourd'hui, il y a des modules de formation, évidemment, à l'ESPCI. Je ne pouvais pas ne pas proposer des cours de biomimétisme à l'ESPCI. À l'école polytechnique, à l'université de Compiègne, il y a des cours sur le biomimétisme. Il y a des masters qui se sont créés à l'université de Pau et des Pays de l'Adour, à l'école de design industriel de Paris. Donc, on a maintenant des cursus complets. Donc, ça, c'est pour l'enseignement supérieur, pour préparer les ingénieurs de demain. Et il y a un enjeu également de mobilisation des politiques publiques. On ne peut pas avoir de grandes ambitions au niveau national sur ce sujet du biomimétisme si on n'a pas de politique publique en faveur de cette approche-là, comme on en a eu pour l'IA, comme on en a eu pour la transition écologique. On est sur les mêmes enjeux de transversalité pour le biomimétisme. Et sans rentrer dans les détails, voilà, on progresse. Le biomimétisme est inscrit dans le contrat d'objectifs et de performance du CNRS, progresse dans les appels à projets de l'Agence nationale de la recherche, dans les programmes d'investissement d'avenir. Voilà, il y a ce sujet pour nos auditeurs qui auraient envie d'aller plus loin sur les enjeux de politique publique autour du biomimétisme et où on en est. Je vous recommande la lecture d'un rapport auquel on a contribué en binôme avec une entreprise qui s'appelle Misseco, et l'appui de France Stratégie pour rédiger un rapport remis au cabinet du Premier ministre pour pouvoir travailler à une feuille de route collective autour du biomimétisme où on explique clairement qu'est-ce qui doit être développé. Ok, donc en tout cas, c'est un petit peu plus concret, en tout cas me concernant, voilà l'apport que vous pouvez avoir dans l'industrie. Et là, je vous propose de revenir un tout petit peu sur le sujet du sport, sujet de notre podcast. On vient donc de vivre une année tout à fait exceptionnelle sur le plan sportif avec la tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris. Et donc, je me demandais si ces JO avaient pu inspirer d'une façon ou d'une autre les acteurs du biomimétisme, leur donner de nouvelles idées ou de la volonté de travailler sur ce domaine du sport. Alors, pas directement. Et là, je voudrais rendre hommage à une initiative assez géniale d'un de mes confrères qui s'appelle Alain Rododin de l'entreprise Newcorp et qui a développé toute une campagne qu'on a pu voir affichée dans certains endroits à Paris notamment, sur les grilles par exemple des arts et métiers, et puis qui avait eu d'ailleurs l'aval du comité olympique pour parler des autres champions et sensibiliser à la biodiversité par le biais des Jeux olympiques. Et donc, il a développé toute une campagne d'affiches et de communication autour de ces autres champions, la nature championne. Et donc, qui vous explique qu'en fait, une fourmi, certaines fourmis, si on les comparait à nos haltérophiles et nos champions haltérophiles, il y a des fourmis, si on les mettait proportionnellement à la taille d'un être humain, elles supporteraient le poids d'un Boeing 747. Que si vous preniez une puce et ses capacités de saut relatives à sa taille, c'est comme si un être humain pouvait passer par-dessus la tour Eiffel. Qu'un thon, il est capable de nager à 100 km/h. Donc, Léon Marchand, ouais, super. Mais petit joueur par rapport au thon. Et donc nous, les JO, on y a vu aussi surtout une ode pour raconter l'histoire de nos autres champions terrestres. Mais écoutez, je vous remercie. En tout cas, nous arrivons au terme de ce podcast. Je vous remercie de nous avoir fait découvrir tout ce monde du biomimétisme en espérant que ça va donner beaucoup d'idées. Alors, je rappelle que vous êtes la directrice générale et cofondatrice du CEBIOS et vous étiez venue nous parler de cette discipline tout à fait passionnante qui peut, je crois, apporter beaucoup au monde du sport, mais à l'industrie en général. Et c'est donc
quelque chose qui nous tient à cœur, ce soutien de l'industrie. Je pense une discipline qui peut en tout cas apporter beaucoup d'innovation, performance environnementale et technologique. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.